Donc, bienvenue sur le webinaire. Et aujourd'hui, le titre du webinaire, c'est « Qu'est-ce que la loi ?» Qu'est-ce que la loi ou le droit? Qui sont deux mots qu'on utilise un peu de manière... on les interchange en fait régulièrement. Et en fait, ce sont deux mots qui ont des valeurs et des responsabilités différentes. Et on va essayer de clarifier un peu ça ce soir. Et ce que je vais demander à tout un chacun de faire maintenant, c'est de pouvoir soit partager, si vous êtes d'accord à le partager, ou soit mettre sur un papier, écrire quelque part ou faire une note mentale de ce que vous pensez que la loi est. Si on vous dit c'est quoi la loi, quelle définition vous pourriez donner? Quelqu'un a une idée de ce que c'est que la loi? Il faut l'écrire ou il faut te dire ça? Si quelqu'un peut donner son explication, ou alors vous pouvez l'écrire, je reposerai la question par après. On te dit ou on écrit? Ouais, tu peux me dire ton idée de ce que c'est que la loi? Pour moi, la loi, ce sont des commandements qui dictent ce qu'on peut ou ne pas faire et aussi les conséquences des choses. Si jamais on te dit de ne pas faire telle ou telle chose, eh ben, les conséquences, si tu les fais, eh ben, les conséquences que tu auras. OK. Donc, pour moi, c'est une sorte de règlement de la vie. Enfin, la vie ici, entre les peuples. OK. J'ai vu quelqu'un qui a écrit dans les chats des règles établies par un gouvernement pour maintenir l'ordre. OK. C'est une bonne chose aussi. Oui, un ensemble de règles dans le but de régir un groupe de personnes. OK. Non, mais en fait, si on va dire réduire, on peut dire que c'est une norme générale. Hein. C'est une norme générale qui est impersonnelle et qui s'implique aux citoyens. OK. J'aime cette définition. J'apprécie. C'est Marie. Bienvenue, Marie. OK. On va faire un petit récapitulatif sur ce qu'on a vu dans les sessions précédentes. OK, une petite révision. Ce que je voudrais que tout le monde comprenne, c'est se souvient de ce qu'on a vu, c'est on a commencé par comprendre le statut et l'importance de pouvoir l'asserter au bon moment. Qui je suis et quel est mon statut. OK. Et quand je dis au bon moment, par exemple, je donne des exemples ici, en cas d'incendie ou de besoin de santé, c'est peut-être pas le bon moment pour essayer de démontrer qui vous êtes ou quoi. Ce sont des choses qui doivent être faites, comme je dis, au bon moment. Ça peut se faire avant ou après, mais en cas de crise, dans un moment de crise, c'est souvent pas le meilleur moment pour pouvoir commencer à démontrer qui je suis, voilà mon statut, etc. Parce qu'on est sous pression et il y a beaucoup de confusion. En cas d'agression, qu'on a besoin d'un support de la police, c'est pas non plus le meilleur moment pour pouvoir démontrer son statut, essayer de commencer, si je suis agressé, que j'ai besoin de support de la police, je ne vais pas commencer à essayer de convaincre la police que voilà, oui, il faut me défendre, il faut me protéger parce que patati patata. C'est pas non plus le meilleur moment. Okay. Par contre, en cas de confrontation et de contrôle policier avec aggro, ou de contrôle ou d'une altercation à la cour, peut-être là, c'est un moment idéal pour pouvoir essayer de démontrer qui on est et que peut-être on n'est pas un sujet. En cas de paiement,
de demande de paiement pour un soi-disant crime, amende ou quoi que ce soit, peut-être là aussi, c'est un bon moment pour essayer de dire, en fait, vous vous demandez à qui de payer. Vous voyez? En cas d'incendie ou d'un besoin de santé où je suis agressé, c'est pas le moment de dire, écoute, tu viens d'éteindre le feu de qui? Vous voyez? Mais en cas de quelqu'un vous demande paiement, est-ce que je peux regarder le papier calmement? Et vous voyez que dans la vie, parfois, les gens, quand ils ont un contrôle avec la police ou la cour, ils sont dans un même état de stress que quand il y a peut-être un incendie ou un besoin de santé. Et il faut pouvoir avoir le discernement et savoir à quel moment il est le plus opportun de pouvoir démontrer qui on est. Et ça, c'est apprendre à jouer dans les deux mondes. OK? Donc, comprendre l'important de comprendre les deux systèmes et de savoir dans lequel opérer à chaque instant. Si je n'ai jamais fait de procédure administrative pour démontrer qui je suis et qu'il y a un incendie qui se passe chez moi, ce n'est pas le moment, je vais dire, écoutez, avant que les pompiers arrivent, je vais essayer de leur démontrer qui je suis. Vous n'avez pas ce temps. Mais si je suis dans une confrontation ou une demande de paiement, eh bien, ça peut être un moment où je dis, tiens, de toute façon, je vais devoir payer, mais peut-être que je poserai d'abord la question pour m'assurer que ce que je dois payer, réellement, je dois le payer, etc. etc. OK? Le piège. Pourquoi il est très important de comprendre notre statut et comment opérer dans les deux mondes, c'est parce qu'il y a un piège, OK? Et le piège, j'ai posé la question au début pour commencer, c'est quoi la loi? Euh, la loi, c'est la loi. Je ne sais pas si beaucoup de gens ont vu, c'est un vieux film hein, avec Fernandel. Le titre de ce film, c'est La loi, c'est la loi. Le film est sur YouTube, donc vous pouvez le regarder gratuitement. C'est un film de plus ou moins 1h30 et je conseillerais à tout un chacun de voir ces films parce que avec les informations que vous avez ici, vous allez comprendre le piège de la loi. Ok? Le piège, c'est la loi ou notre compréhension de la loi, ce que nous concevons comme étant la loi. Et bien que ce que les réponses qui ont été données tiennent la route, mais il y a quelque chose de plus profond. Et, euh, et ce que je veux faire, c'est essayer de démontrer cette chose qui est plus profonde dans ce cas. OK? Donc, qu'est-ce que la loi exactement? C'est ça qu'on va voir ce soir. Notre problème dans les pieds, c'est qu'on assume et on présume savoir. OK? Et souvent, on ne veut pas paraître ridicule. Et le système de gouvernement, il aime cela quand on veut assumer, présumer et expliquer, parce que sans avoir fait une recherche assez profonde, quand on va assumer, présumer et chercher d'expliquer, on va leur expliquer quoi? On va leur expliquer ce que eux nous ont mis dans la tête. On va leur expliquer ce que eux nous ont enseigné. Nous sommes en fait comme des ordinateurs. On nous a mis une information, et puis quand on tape, on pose des questions, eh bien, on remet l'information qui nous a été mise dans la tête. OK? Et souvent, quand on est dans la confusion et qu'on a peur, on a peur de poser des questions, alors on se met vite d'accord avec eux. Et le mot d'accord, c'est le mot qui est important ici. On se met vite d'accord avec eux, on se dit, bon, en fait, ils ont contrat. Ils ont raison plutôt. Alors, la loi et le droit. OK. En fait, à l'école, en classe, pour ceux qui ont fait le droit et pour ceux qui ont eu des notions de droit, on nous enseigne qu'il y a deux types de droits. OK. Il y a le droit objectif, et c'est ce que la plupart d'entre vous avez donné comme réponse, c'est ce qui règle les relations humaines. Ce sont des règles qui sont données pour le maintien de l'ordre dans la société, ce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas faire, et les conséquences si on ne fait pas quelque chose, on fait quelque chose qu'on n'est pas censé faire, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le droit objectif. Okay? C'est en gros ce qui réglemente les relations humaines. Et puis alors, vous avez le droit subjectif. C'est l'ensemble des activités qui sont permises à un individu. Okay? Donc, l'objectif, c'est pour toute une communauté, okay? Et c'est ce qu'ils utilisent maintenant
avec l'excuse du Covid. On va régler les relations humaines et c'est pour toute la communauté, pour le bien de la communauté, on met en place des règles. On met en place des règles pour pouvoir s'assurer que la communauté reste en santé, que la santé, la sûreté de la communauté est patati. Donc, ce qu'ils sont en train d'imposer ici, c'est un droit objectif. Maintenant, dans le droit subjectif, c'est évidemment, moi, en tant qu'individu, j'ai certains droits qui ne me sont pas donnés par le gouvernement, mais qui me sont donnés par mon créateur. Mais dans le système légal, les droits subjectifs, ce sont les droits de l'homme, entre guillemets, ce qui est accordé par le système, le gouvernement, à l'homme et ou aux citoyens. Et alors, ça, ce sont les droits. Et alors maintenant, la loi. Excusez-moi, il y a quelques questions qui arrivent ici. OK, donc maintenant, la loi, c'est la source du droit objectif. OK? Au sens large, la loi, c'est la volonté collective. Donc, la loi, donc le droit, il y a deux droits. Il y a le droit objectif, ce qui règle les relations humaines. Il y a le droit subjectif, ce qui est l'ensemble des activités qui me sont permises à moi en tant qu'individu. Et la loi, c'est la source du droit objectif. C'est la volonté collective, c'est-à-dire nous tous en tant que communauté, on décide pour le bien de la communauté que il faut rentrer à la maison à 18h parce que sinon après 18h, le Covid va nous attraper. Et pour le bien de tout le monde, on décide, OK, tout le monde doit rentrer à la maison après 18h. Par exemple, à l'époque aux États-Unis, quand les premiers Américains sont arrivés là-bas, il y avait aussi des curfews, on dit ça en français, les curfews. Pourquoi? Parce qu'il y avait les Indiens qui pouvaient venir après telle heure et tout ça, et c'était pour le bien de la communauté. OK? Et dans mes recherches, j'ai trouvé notre grand ami Jean-Jacques Rousseau et Montesquieu, nos grands amis, et ce qu'ils avaient dit à l'époque sur la loi. Ils considéraient que la loi s'opposait aux normes d'exécution en ce qu'elle était la tête. L'exécution était le corps, c'est-à-dire à la tête, il y a quelqu'un qui prend une décision pour le bien de la communauté, et l'exécution, c'est le corps. Il s'agissait donc d'une volonté supérieure, et on est d'accord que tout ça, c'est une volonté supérieure. Si on regarde dans les webinaires qu'on a fait dans le passé, eh bien, il y a toujours une volonté supérieure qui impose sa loi en ce qui concerne le créateur vis-à-vis de sa création. Si on regarde le divin à l'homme, okay, le divin, comment dirais-je, le divin, il donne ses ordres et sa loi aux hommes. OK? Le gouvernement donne ses ordres et sa loi aux citoyens. Et si je prends même au niveau des machines, l'homme, OK, il crée une machine, par exemple une voiture, eh bien, il donne sa loi à la voiture. C'est-à-dire que, par exemple, il limite la voiture à, par exemple, 140 km/h. Et quand vous regardez sur le compteur, la voiture ne peut pas aller au-dessus de la 140 km/h. Même s'il arrive à 140 km/h, ce qui est très rare, mais il ne peut pas arriver. Elle ne peut pas dépasser les 140 km/h. Et d'autres voitures peuvent aller peut-être jusqu'à 200 km/h. Donc, en fonction du créateur, il établit une certaine loi. Okay? Le créateur de quelque chose établit une certaine loi. Et c'est dans ce sens-là qu'il s'agit toujours d'une volonté supérieure. Okay? La loi, c'est une volonté supérieure qui établit ses limites, ses règles à sa création. OK? Et alors, j'ai mis en gras ici des mots qui sont très importants. Okay? L'auteur du contrat social cherchait à ce que la loi résulte de la volonté du peuple, car on ne peut obéir qu'aux lois qu'on a soi-même souhaitées. Okay? Donc, il y a deux choses ici. C'est que l'auteur, le créateur, vis-à-vis de sa création, okay, il a créé un contrat social. Et la loi, c'est un contrat social. Il y a quelqu'un qui a son micro là. Est-ce que tout le monde peut se mettre en mute, s'il vous plaît? Merci.
Donc, l'auteur, il crée un contrat social. Donc, la loi, c'est un contrat social. Et donc, il cherchait à ce que la loi résulte de la volonté du peuple. Pourquoi? Parce qu'on ne peut qu'obéir qu'aux lois qu'on a soi-même souhaitées. Et en cela, j'ai expliqué dans une session précédente que le peuple, la communauté se met ensemble. Ça, c'est l'image qu'il donne exactement, en fait. Hein. La communauté se met ensemble et on va essayer de créer des réglementations pour que tout le monde puisse vivre en harmonie les uns vis-à-vis des autres et tout ça, et ajouter des lois et essayer de contrôler, en fait, qu'on n'embête pas son voisin, etc., etc. Et donc, vous avez un peuple, par exemple, si en Angleterre, on est 60 millions d'habitants, on ne peut pas avoir 60 millions d'habitants dans une seule pièce. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, moi, je ne peux pas aller et on décide d'élire, je ne sais pas quoi, par exemple, Patricia. On essaie d'élire Patricia et Patricia, on dit, bon, bah, toi, je te donne ma voix. Et tout le monde ici, on travaille, on a beaucoup de choses à faire. On te fait confiance, Patricia, va et parle pour nous. Et donc, Patricia devient un membre de représentant, OK? Et elle va dans le gouvernement et ensemble, ils discutent des lois. Ils disent non, moi, pour les gens que je représente, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela, il faudrait permettre ceci, patati patata, etc., etc. Et donc, Patricia, elle représente ma volonté et la volonté de tout un chacun ici. Elle représente notre volonté, OK? Et on lui a donné le droit de pouvoir aller et parler pour nous et décider pour nous. Donc, elle représente la volonté du peuple, OK? Elle va et elle nous représente pour pouvoir établir le contrat social, OK? Et quand elle est partie, si elle a décidé quelque chose, elle revient, elle dit voilà, on a décidé ceci, 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 cela. Et après, si je ne suis pas d'accord, je dis mais moi, je n'aurais pas fait ça, je n'aurais pas été d'accord avec ça. Bon, tu n'as pas été d'accord, mais tu m'as donné ta voix, donc tu vas te soumettre à ce qu'on a décidé. OK? Maintenant, je vais parler de ces deux aspects, l'auteur, le contrat social et la volonté du peuple. OK? La volonté du peuple, on va d'abord commencer par définir le mot volonté. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est une des dernières sessions, l'avant-dernière session qui sera purement théorique. Et après ça, on va commencer à passer un peu à la pratique. Mais il est très important de pouvoir, pouvoir vraiment conclure le fait de comprendre le statut, OK, notre statut, et ce que nous parlons ici sur le contrat social. La volonté, les définitions que je donne ici sont sorties du Larousse. C'est la faculté de déterminer librement ses actes en fonction de motifs rationnels, le pouvoir de faire ou de ne pas faire quelque chose. Ça, c'est la volonté de tout un chacun. Librement, je décide de faire ou de ne pas faire telle chose. C'est ma volonté, c'est ce que je veux. OK? Donc, déjà là-dedans, on comprend le sens du mot contrat. Parce que c'est un contrat que je fais vis-à-vis de moi-même. Je décide que, de ma propre volonté, je décide que je vais me lever à 8 heures du matin et je vais aller faire le footing pendant une demi-heure. Mais c'est un contrat que je fais vis-à-vis de moi-même. Je me mets d'accord avec moi-même qu'à 8 heures du matin ou à 7 heures du matin, avant d'aller travailler, je vais me lever, je vais aller faire du footing. La volonté, c'est ce que veut quelqu'un. On donne un exemple, aller contre la volonté de ses parents. La plupart d'entre nous ici ne sommes plus vraiment soumis à la volonté de nos parents, mais bon, c'est ce qu'ils avaient mis dans le dictionnaire, et c'est un truc que nous pouvons bien comprendre. Mes parents veulent que ma chambre soit rangée, eh bien, je me mets d'accord ou je ne me mets pas d'accord avec eux. Ça, c'est leur volonté. Est-ce que je vais faire leur volonté ou pas? Et enfin, la volonté du corps électoral, ce que souhaite ou ce que désire une collectivité, un groupe. Et une collectivité, un groupe, ça peut être une famille. On désire aller en vacances ensemble. La famille se met à table. On veut, quand on dit on veut, c'est notre volonté, c'est notre souhait d'aller en vacances ensemble.
OK, on se met d'accord, on va en vacances ensemble. On va aller où? On va aller au Congo, on va aller au Brésil, on va aller à Ostende à la plage, on va aller à Paris, à la Tour Eiffel. On se met d'accord, on réfléchit, et puis fin des fins, on a un accord qu'on va aller à tel ou tel endroit. Ou bien un groupe peut se décider d'aller faire du porte-à-porte. On est 3, 4, 5. Imaginons peut-être ce que tout le monde connaît, les témoins de Jéhovah. Ah, ils se mettent d'accord que voilà, tous les samedis, on va aller frapper aux portes, on va aller partager la bonne nouvelle du royaume, etc., etc. C'est un accord, personne ne les force. Ils ont, c'est ce que souhaite, ce que désire un groupe, une collectivité. C'est ça la volonté du peuple. Et il faut vraiment prendre, ici, c'est qu'il faut vraiment prendre conscience que la volonté de plusieurs personnes est un contrat. C'est un accord, c'est un pacte, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Le mot que j'aime utiliser, qui est simple, que tout le monde peut comprendre, et qu'on va utiliser à tort et à travers dans le domaine du commerce ici, c'est un contrat. La volonté du peuple, c'est un contrat. Donc la loi, au début, on s'est mis, je vous ai écouté, on s'est mis d'accord que oui, c'est un ensemble de règles, patati patati patata. Tout ça, c'est vrai, c'est ce qu'on nous a enseigné. Et c'est ce que si on se retrouve à la cour ou devant un officier de la police, quoi que ce soit, ce qui veut qu'on, oui, la loi, c'est la loi. Comme dans le film de Fernandel, la loi, c'est la loi. Tu n'as pas à dire, tu dois te soumettre. En fait, non. La loi, c'est un contrat social. OK? Dans les webinaires passés, pour ceux qui ont suivi, j'ai expliqué que tout est contrat. Absolument tout est contrat. Le créateur, le divin, Dieu, peu importe ce que vous voulez l'appeler, l'histoire du livre nous raconte que il a créé le ciel et la terre, il a créé l'homme, et puis il lui a dit, mettons-nous d'accord. Je paraphrase, mettons-nous d'accord. Tu pourras manger de tous les fruits qui sont dans ce jardin, mais du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas et tu n'y toucheras pas. C'est un accord, c'est un contrat. Okay? Tout est contrat. Si à partir du divin vis-à-vis de nous est contrat, de nous vis-à-vis de tout ce qui nous concerne, ce sont des contrats, ce sont des accords. Dans le webinaire passé, on a parlé des contrats au niveau de la quatrième dimension. 4D, c'est la quatrième dimension. 3D, c'est la troisième dimension. Et 2D, c'est la deuxième dimension. La quatrième dimension, c'était tout ce qui était impalpable. Okay? Je ne veux pas aller trop dans les détails parce que ce n'est pas notre sujet, mais tout ce qui est impalpable, on peut appeler ça spirituel, on peut appeler ça émotionnel, mais c'est tout ce qui est impalpable. Un homme qui aime une femme qui aime un homme, ils s'aiment sans se parler, ben, il y a quelque chose entre eux. Okay? Il y a comme un accord. Hein, ce qu'on appelle l'amour au premier coup d'œil, ben, ils se regardent et pouf, si vous mettez un glaçon entre deux, le glaçon fond. Il y a un accord, il y a un contrat, okay, qui n'est pas parlé, qui n'est pas écrit, mais il est là. Okay. Au niveau de la troisième dimension, c'est j'ai décidé je suis un bon mécanicien, mon frère a une voiture qui ne fonctionne pas, il me téléphone, écoute, je ne sais pas ce qui se passe, ma voiture ne démarre pas, est-ce que tu peux venir? Ok, ça va, je viens, j'ai un peu de temps, je viens à 14 heures. Quand je dis OK, ça va, je viens à 14 heures, c'est un contrat entre deux personnes de la troisième dimension. Un homme qui est de chair et d'os, OK, avec un autre homme ou femme qui est de chair et d'os, on s'entend à faire quelque chose. Comme la famille qui dit on va aller en vacances, ils s'entendent, c'est un contrat au niveau de la troisième dimension. Et maintenant, les contrats au niveau de deuxième dimension, j'avais expliqué, c'est les contrats qu'on ne négocie pas. C'est les contrats qui nous sont imposés par une banque. La banque, ce n'est pas une personne physique, on peut appeler ça peut-être personne morale, qui n'existe que sur papier, n'a pas d'âme, ne peut pas écrire, ne peut pas lire, ne peut rien faire, eh bien, j'entre en contrat avec ces personnes de deuxième dimension, pas moi personnellement parce que je ne peux pas, ok, mais mon citoyen entre en contrat avec cette personne morale de deuxième dimension. Ok. Maintenant, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, il faut réaliser que tout ce qui est sur papier, c'est de l'image. Tout ce qui est sur papier,
c'est une image. Il n'y a rien de réel. Tout ce que tu parles sur papier, c'est l'image. Et à partir de l'image, c'est le diminutif de l'imaginaire. Okay? L'imagination, l'imaginaire. Et sur papier, on peut créer n'importe quoi. Je peux vous dessiner un éléphant rose, je peux vous dessiner une orange verte, je peux vous faire n'importe quoi. Bon, je ne suis pas un grand dessinateur, mais bon, vous comprenez mon idée. Sur papier, on peut faire n'importe quoi parce que ça devient de l'imagination et de l'imaginaire. Okay? Et ce qui se passe, c'est qu'à partir du papier, on est pris ou on est entraîné dans un autre monde, hors du réel, et on est entraîné dans ce monde qui est hors du réel avec notre accord. On vous présente votre carte d'identité. C'est toi? Oui, c'est moi. OK. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ben, on m'emmène dans le trou de Alice au pays des merveilles et on me retire de mon monde réel et on m'emmène dans un monde imaginaire. OK? C'est-à-dire maintenant, une fois que j'ai accepté que c'est moi, le citoyen, eh bien, je donne vie, je donne vie pour le citoyen qui est sur le papier qu'on m'a présenté. Quand on vous arrête et qu'on vous demande des choses à cause que vous avez fait, la réalité d'un point de vue légal, d'un point de vue droit, c'est que vous êtes responsable, pas pour ce que vous avez fait, mais pour l'utilisation que vous avez fait de votre citoyen, pour l'utilisation que vous avez fait de votre avatar. Appelons ça votre avatar, votre pion sur le jeu de la vie. Vous êtes responsable de l'utilisation que vous avez fait de votre avatar. Et vous, en tant que responsable, vous avez un crédit illimité, et ça, c'est ce qu'on verra plus tard, pour pouvoir régler toute utilisation que vous avez fait de votre avatar. OK? Maintenant, la loi est un contrat social. OK? À partir du papier de l'imagination, on est entraîné dans un autre monde hors du réel, et c'est avec notre accord. Mais le document est important, mais tout ce qui est plus important que le document encore, c'est notre confession. OK? C'est notre confession. Parce qu'en réalité, tous nos contrats, ce sont des contrats oraux, ce sont des contrats verbaux. Mais pour nous amener à confesser et à pouvoir entrer en contrat de manière verbale, eh bien, nous avons besoin d'être induits, menés à cela par un document, par un papier. Okay? Comme je l'ai déjà dit, beaucoup de choses, je les comprends à la lumière des Écritures, de la Bible. Et le système semble, selon mon expérience, se plier à ces lois divines. Il y a des lois divines que l'homme ne peut pas briser. La loi de la, de la gravitation, de la pesanteur, on ne peut pas la briser. Jusqu'aujourd'hui, on essaie de briser la loi de la mort. Ben, on n'est pas arrivé. Les gens cherchent à vivre éternellement et tirent la formule pour vivre éternellement. On le voit dans toutes sortes de films. Ben, on n'arrive pas à briser. Il y a des lois divines physiques qui sont établies dans le monde physique qu'on n'arrive pas à briser. On peut jouer avec elles, mais on n'arrive pas à les briser. Eh bien, de même manière, il y a d'autres lois qui sont divines, qui ne sont pas physiques, mais qu'on n'arrive pas à briser. Et une de ces lois divines, je l'apprends dans Matthieu, dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu 12, 37, c'est « Par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. » Et c'est une loi divine, pourquoi? Parce que nous, les hommes, créés, pour ceux qui sont là-dedans, créés à l'image d'un divin, eh bien, notre pouvoir est dans nos paroles. Si on reprend l'histoire de la parole, on dit que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Eh bien, la parole de tous les êtres que Dieu a créés, à part le perroquet, l'homme est le seul qui peut parler. Et qui peut parler et qui peut affecter son monde par sa parole. Eh bien, le système dans lequel nous vivons, la matrice, utilise cette loi divine, que ce n'est pas par nos écrits tellement, mais c'est par nos paroles que nous serons jugés et par nos paroles que nous serons justifiés ou que nous serons condamnés. Nous entrons en contrat par nos paroles
et nos confessions. Et dans ce domaine de parole de confession, le chiffre 3 est très important. Le chiffre 3 est le nombre le plus important. Et je vais vous donner quelques exemples ici pour vous montrer. Ce sont des messages qui nous sont donnés de manière subliminale dans les films. Et Dieu voulant, un jour, on parlera de tout ce qui est film, etc. etc. OK? 3 vœux pour Aladdin. J'ai oublié les noisettes pour Cendrillon, mais c'est 3 noisettes pour Cendrillon. Pour ceux qui connaissent les villes, Aladdin, avec sa lampe, il a droit à faire 3 vœux. Le film de Cendrillon, elle avait 3 noisettes et chaque noisette lui donnait quelque chose qu'elle avait besoin. Le facteur frappe toujours 3 fois à la porte. Il y avait les 3 mousquetaires. Pierre renia le Christ 3 fois. Il y avait 3 rois mages. Christ est resté dans la tombe pendant 3 jours et 3 nuits. Et la Trinité, c'est Dieu en 3 personnes. Est-ce que vous pensez vraiment que ce chiffre 3 qui revient comme ça dans des domaines inimaginables, c'est par hasard? Et nous, nos confessions vis-à-vis des autorités sont toujours 3 confessions. On va vous demander le nom. Vous allez donner le nom du citoyen. On va vous demander la date de naissance, qui est la date de naissance du citoyen. Et puis, on va vous demander l'adresse, qui est l'adresse du citoyen. Par ces 3 confessions, vous avez confessé sans équivoque que vous êtes les citoyens et donc la propriété de l'État. Vous êtes maintenant entré de manière orale dans un contrat. Vous êtes rentré de manière orale dans un contrat. Même quand on vous demande de remplir des documents, on vous demande de remplir ces documents d'une manière particulière. Écrivez votre nom en lettres majuscules. C'est important que vous écriviez en lettres majuscules et au bic noir, pas une autre couleur noire. Pourquoi? Parce que les lettres majuscules, ça confesse que vous êtes le capitis diminutio maxima et vous le confessez de votre propre écrit. Et puis après, quand vous confessez votre nom, que vous avez écrit en lettres majuscules, vous reconnaissez ce nom, eh bien, vous êtes dedans. Le noir, c'est la couleur des morts. OK? Donc, quand on rentre dans le contrat, donc tout est imaginaire. J'ai expliqué que tout est imaginaire sur papier. Et puis, nous rentrons dans des contrats oraux. OK? Et quand je dis que tout est imaginaire, c'est parce que sur le papier, qu'est-ce qui se passe? Et si on disait que la plupart des francophones ont joué à l'enfance les jeux, et si on disait que j'étais le papa et toi, tu étais la maman, et si on disait que j'étais le policier et que toi, tu étais le voleur. Donc, c'est de la même manière qu'on nous fait rentrer dans des contrats. Et si on disait que tu étais Albert Dupont, et que ton nom est écrit en capital, etc., tu es d'accord? Oui, ben, je suis d'accord. OK. Le document, pièce d'identité ou quoi que ce soit, ou n'importe quel document, nous conduit dans un contrat, un accord. OK. Un accord consommé, c'est la loi. Un contrat consommé, c'est la loi. Tu as dit que, par tes propres paroles, par la confession de ta propre bouche, tu as dit ceci, cela. Eh bien, maintenant, tu étais d'accord, c'est la loi. Et si on disait que la Belgique est un pays? Ça, c'est quelque chose qui va choquer beaucoup de gens. Mais bon. Oui. Et si on disait que la Belgique est un pays? Ah ouais, d'accord. OK. La Belgique est un pays, on va faire un royaume, on va établir un roi, on va lui donner une délimitation territoriale et on va faire des lois, on va faire patati patati. C'est l'imaginaire. Et si on disait que la France était un pays? C'est l'imaginaire. Et si on disait que rouler à plus de 30 km/h était un crime? On débat de cela au Parlement. Ah oui, OK. Eh bien, on décide que rouler à plus de 30 km/h, c'est un crime. C'est un contrat, on se met d'accord, c'est l'imaginaire. C'est un crime, pourquoi? C'est de l'imaginaire. OK. Et je ne veux pas dire qu'il faut aller, que vous devez aller rouler à plus de 30 km/h. Hein, mais bon, c'est pour vous faire comprendre. Et si on disait que sortir après 18 heures était aussi un crime? Ce n'est pas un crime en réalité. Mais si on disait que c'est un crime, et tout le monde se met d'accord, OK, c'est un crime, OK, d'accord, on décide que c'est un crime, on va imposer ça maintenant à tout le monde. OK? Et si on disait que les femmes étaient inférieures aux hommes?
c'est une aberrance. C'est de l'imaginaire, quelque chose de terrible. Mais pourtant, pendant toute une période, c'était vrai, c'était reconnu que les femmes étaient inférieures aux hommes. Au Canada, c'est en 1929 que les femmes étaient considérées comme des personnes. Et si on disait que les Noirs étaient inférieurs aux Blancs, c'est l'imaginaire. Mais pendant tout un temps, c'était loi. C'était une loi, c'était un accord, c'était un contrat social. On s'est dit qu'il est bon qu'on décide que les femmes sont inférieures aux hommes ou que les Noirs sont inférieurs aux Blancs. Eh bien, c'était un contrat social et eh bien, ça avait été signé et puis voilà, et on applique ça dans la société. Ce sont des contrats sociaux. Et si on disait que le sexe de quelqu'un dépendait de ses sentiments, en fait, le sexe, c'est quelque chose de malléable. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Si aujourd'hui tu te sens homme, tu es homme. Si demain tu te sens femme, tu es femme. Ok, bon, on va voter cette loi, on en discute. Ouais, je trouve que c'est bien, je suis d'accord avec ceci. C'est un contrat. Avec du temps. Pardon? C'est un contrat social. Et c'est Non, un non, contrat. C'est un contrat social et c'est un contrat qui va régler la société, qui va réglementer la société. Le grand problème, c'est que les contrats sociaux ont toujours été faits pour l'intérêt de certains. Pas de la masse, mais pour l'intérêt principalement pécunier de certaines personnes. OK? Et c'est là où je pense que, en tout cas moi, et je pense que la plupart d'entre vous, sont ouverts à apprendre et à comprendre exactement ce qui se passe pour pouvoir savoir comment est-ce que, dans une certaine mesure, je peux me sortir de ce contrat social. OK? Montesquieu et Rousseau ont bien dit que le contrat social cherche à ce que la loi résulte de la volonté du peuple, car on ne peut obéir qu'aux lois qu'on a soi-même souhaitées. Maintenant, une question. Combien d'entre nous ont souhaité les lois sous lesquelles nous sommes soumis? Combien d'entre nous ont souhaité payer le taux de taxe ou d'impôt que l'on paye? Combien d'entre nous ont souhaité payer des amendes à tue-tête? Combien d'entre nous ont souhaité devoir travailler jusqu'à un certain âge avant de pouvoir prendre sa pension et se reposer? Le problème, c'est que le peuple n'est pas défini. L'auteur du contrat social cherchait à ce que la loi résulte de la volonté du peuple, mais c'est quel peuple qui a défini? De quel peuple il parle? Parce que je peux prendre n'importe quel pays et un petit échantillon, je suis presque sûr qu'on trouvera, si ce n'est pas 99, si ce n'est pas 100%, au moins 99 personnes des gens qui disent non, moi je ne suis pas d'accord avec ces histoires. Je ne suis pas d'accord de payer autant d'impôts. On le voit, les gens cherchent de toutes les manières de fuir les impôts si on ne prend que le cas des impôts. C'est-à-dire le peuple n'a pas été défini. Okay? Le problème, c'est qui est le peuple et qui es-tu, qui êtes-vous? Et on a défini cela dans les sessions passées avec l'homme et le citoyen. Évidemment, le peuple dont il parle, il n'a pas le droit à la parole. Okay? Nous donnons vie à ce peuple en agissant par l'intermédiaire du citoyen, mais nous ne devons pas spécialement être le peuple. Et si nous ne faisons pas partie du peuple, au moment opportun, eh bien, je ne dois pas spécialement me soumettre à ces lois parce que ce ne sont pas des lois que moi-même j'ai souhaitées. En conclusion, les contrats sont écrits, mais confirmés, toujours confirmés par la confession. Ça, c'est une chose que vous devez savoir. Les contrats sont écrits. Quand on vous donne une pièce d'identité,
on vous la donne. Le fait de la prendre et de l'accepter, c'est un contrat. Vous acceptez que vous allez donner vie, vous allez représenter ces citoyens, c'est un contrat. Il est écrit, le nom, l'adresse, ces choses-là, mais maintenant, il sera confirmé par votre confession. Vous arrivez à l'aéroport et à la douane, on prend un papier, on dit, c'est vous? Qu'est-ce que vous allez dire? Oui, c'est moi. C'est la confession. Il faut 3 éléments pour confirmer ou infirmer un contrat. Et là, c'est très important. OK? Les 3 éléments pour confirmer un contrat, ici, par exemple, c'est le nom, l'adresse et la date de naissance. Pour infirmer un contrat aussi, il vous faudra 3 éléments. Parfois, un est suffisant si vous avez une telle confiance en vous et que vous parlez avec une énergie. C'est-à-dire, quand vous parlez avec confiance, l'énergie qui sort de vous se ressent par votre interlocuteur. Il voit que vous n'acceptez pas n'importe quoi. Et dans vos rapports, il y a certaines personnes, juste une confession va passer. Mais dans 99% des cas, il faudra 3 éléments pour infirmer un contrat. Maintenant, 3 éléments pour infirmer un contrat ne doivent pas être 3 éléments différents, mais ça peut être simplement 3 fois dire, entre guillemets, non merci. Le chiffre 3, comme j'en ai parlé avant, est très important. Et moi, je l'ai vécu dans mes interactions avec, à la cour, ici en Angleterre, à plus d'une reprise. Vous dites 3 fois, eh bien la 3e fois, je me souviens qu'une fois même, on a dit au juge, écoutez, c'est la 3e fois qu'on vous pose la question. Et le juge a dit, il nous a regardé, il a bougé un peu les papiers, puis dit, OK, on va devoir ajourner le cas aujourd'hui et reporter ça à une autre séance. Et il a dû ajourner parce que à 3 fois, on a infirmé le contrat, on a refusé le contrat. OK? Et là, c'est la dernière séance, OK, sur cette histoire. Il y a eu 3 webinaires ou 4 auparavant, on en a fait 2. Ici maintenant, le contrat est la loi suprême. Il n'y a rien de supérieur au contrat. La loi, c'est les contrats. Quand on vous arrête, on vous donne une amende, c'est une offre de contrat et on va voir plus en profondeur ces genres de contrats, comment les accepter, les refuser, etc., etc. Mais tout ça, il faut que vous sachiez, ce sont des contrats. Si demain, après-demain, un jour, on vous demande c'est quoi la loi, peut-être vous allez donner une réponse différente, mais que dans votre plus fort intérieur, si vous savez, si vous pouvez pas vous dévier ni à gauche ni à droite, de savoir que la loi, ce sont des contrats, eh bien, je pense que j'aurais accompli ce que je voulais accomplir et fait passer le message que je voulais faire passer. La loi, ce n'est pas des règles, ce n'est pas des règles qui nous sont imposées, quoi que ce soit. La loi, ce sont des contrats. Ces règles-là qu'on soi-disant veut m'imposer, soit je les accepte, soit je les refuse.